Le songe de Polyphile, Francesco Colonna. Livre premier, chapitre premier. Du sommeil qui prit à Polyphile, et comme il lui sembla en dormant qu'il était en un pays désert, puis entré en une forêt obscure. Par un matin du mois d'avril, environ l'aube du jour, je, Polyphile, étais en mon lit, sans autre compagnie que ma loyale garde Agrippnie, le veillé que l'on fait par maladie ou fantaisie, laquelle m'avait entretenu toute celle nuit en plusieurs propos et mit peine de me consoler, car je lui avais déclaré l'occasion de mes soupirs. À la fin, pour tout remède, elle me conseilla d'oublier tous ses ennuis et cesser mon deuil. Puis, connaissant que c'était l'heure que je devais reposer, prit congé et me laissa seule. Par quoi je demeurai fantasiant et consumant le reste de la nuit à penser à part moi. Si l'amour n'est jamais égal, comment est-il possible d'aimer ceux-là qui n'aiment point? Et en quelle manière peut résister une pauvre âme douteuse, combattue de tant d'assauts, attendue mêmement que la guerre est intérieure et les ennemis familiers et domestiques, avec ceux qu'elle est continuellement occupée d'opinions fort variables. Après me venait en mémoire la condition misérable des amants, lesquels, pour complaire à autrui, désirent doucement mourir, et pour satisfaire à eux-mêmes, sont contents de vivre à malaise, ne rassasiant leur désir affamé, sinon d'imagination vaine, dangereuse et pénible. Tant travaillé à ce discours que mes esprits, lassés de ce penser frivole, repus d'un plaisir faux et fin, et du divin objet de madame Polia, la figure de laquelle est gravée au fond de mon cœur, ne cherchaient de là en avant fort que le repos naturel, pour ne demeurer plus longuement entre si dure vie et tant suave mort, par quoi me trouvai tout épris de sommeil, et m'endormis. Ô Jupiter, souverain Dieu, appellerai-je cette vision heureuse, merveilleuse ou terrible qui est telle qu'en moi n'y a partie si petite qui ne tremble et arde en y pensant? Il me sembla, certes, que j'étais en une plaine spacieuse, semée de fleurs et de verdure. Le temps était serein et attrempé, le soleil clair et adouci d'un vent gracieux, par quoi tout y était merveilleusement paisible et en silence, dont fus saisi d'admiration craintive, car je n'y apercevais aucun signe d'habitation d'homme, ni même repère de bêtes, ce qui me fit bien hâter mes pas, regardant de çà et de là. Toutefois, je ne sus voir autre chose sinon des feuilles et rameaux qui point ne se mouvaient. Mais enfin, je cheminai tant que je me trouvai en une forêt grande et obscure, et ne me puis aviser ni souvenir en quelle manière je me pouvais être fourvoyée. Néanmoins, comment que ce soit, je fus assaillie d'une frayeur griève et soudaine, tellement que mon pouls se mit à battre outre l'accoutumée et mon visage à blêmir durement. Les arbres y étaient si serrés et la ramée tant épaisse que les raies du soleil ne pouvaient pénétrer à travers, ce qui me fit douter d'être arrivée en la forêt noire, en laquelle ne repèrent fort bêtes sauvages et dangereuses, pour crainte desquelles je m'efforçai à mon possible de chercher une briève issue et me mis de fait à courir sans tenir voix, ne sentier, ni savoir quelle part me devait adresser, souvent trébuchant parmi les troncs et estocs des arbres qui là étaient à fleur de terre. J'allais aucune fois avant, puis, tout court, tournais en arrière, ors en un côté, tantôt en l'autre, les mains et le visage déchirés de ronces, chardons et épines. Et, ce qui me faisait pis que tout, c'était qu'à chacun pas, j'étais retenue de ma robe qui s'accrochait aux buissons et halliers. Le travail que j'en fus si grand et tant excessif qu'en moi n'y eut plus de conseil
et ne sus bonnement que faire sinon me plaindre à haute voix. Mais tout cela était en vain, car je n'étais entendu de personne, excepté de la belle Écho, qui me répondait du creux de la forêt, ce qui me fit réclamer le secours de la piteuse Ariane et désirer le filet qu'elle bâilla au déloyal Thésée pour le guider parmi le labyrinthe.